Merci énormément. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour parler d'un sujet qui est assez fréquent. C'est les troubles de la marche aiguë d'origine neurologique. En fait, on reçoit plein d'enfants qui, du jour au lendemain, commencent à présenter des troubles de la marche. Et quand on limite tout ce qui est d'origine orthopédique, ben, on se trouve face à des étiologies un peu particulières, mais il faut penser à l'origine neurologique. Et quand je parle d'origine neurologique, c'est à la fois origine centrale, c'est-à-dire origine du cerveau ou de la moelle épinière, comme périphérique, à partir du motoneurone jusqu'au muscle. Et à travers des cas cliniques, et j'espère que ça sera interactif, donc, on va illustrer un peu et mettre en place des conduites à tenir pratiques pour que vous ayez cette capacité à diagnostiquer rapidement et être rapidement orienté vers donc l'origine de ces troubles de la marche. Et qui dit être orienté, ça veut dire traiter efficacement et le plus rapidement possible. Alors, les troubles de la marche et de l'équilibre constituent un motif fréquent, comme j'ai dit tout à l'heure, donc de consultation après l'âge de 1 an. Pourquoi l'âge de 1 an? C'est, bien sûr, c'est après l'âge de la marche. Donc, il faut que notre enquête diagnostique détermine la nature de l'anomalie de la marche et l'origine de cette atteinte, orthopédique, neurologique centrale ou neuromusculaire. C'est à travers une analyse rigoureuse de ces symptômes, donc qui va être orientée par des examens complémentaires. Donc, on aura un diagnostic précis et bien sûr, on sera orienté vers une prise en charge optimale. Donc, ma présentation, son but principal, c'est d'orienter surtout les examens complémentaires, parce que vous savez très bien que sous nos cieux, donc l'accès à certains examens est assez rude et cher pour nos patients. Donc, il faut vraiment que ça soit bien orienté. Donc, un petit rappel physiologique de la marche. Donc, c'est la résultante d'un bon fonctionnement du système nerveux central et de sa maturation. Là, je parle des enfants qui auront, par exemple, une asphyxie périnatale et par la suite une paralysie cérébrale, donc auront déjà une marche qui sera pathologique. Pour les capacités fonctionnelles du système nerveux périphérique, et là je parle donc du motoneurone au nerf périphérique, à la jonction neuromusculaire jusqu'au muscle. Donc l'intégralité de ce système périphérique va conditionner une bonne marche. L'état orthopédique, bien sûr, un enfant qui aura des déformations orthopédiques n'aura pas une marche normale. Du système extrapyramidal, c'est ce qui va assurer l'équilibre de cette marche. Donc, le système pyramidal, c'est les noyaux gris, le cervelet et les voies corticospinales. Et bien sûr, les afférences des aires associatives et sensorielles. Un enfant aveugle, automatiquement, n'aura pas une marche qui est normale. Donc, cette démarche diagnostique se fera à travers donc, des cas cliniques. Donc, l'interrogatoire, tout d'abord, c'est la première chose à faire devant un trouble de la marche en cherchant les antécédents familiaux et personnels, antécédents de cardiopathie, de troubles de la coagulation, de pathologies auto-immunes et surtout, sous nos cieux, les antécédents de drépanocytose dans la famille. Il doit être soigneux, précisant précisif. Donc, est-ce qu'il y a eu un épisode infectieux, un traumatisme, une prise médicamenteuse ou toxique? Les circonstances de survenue, est-ce que c'est brutal ou rapidement progressif? L'évolution du trouble, est-ce que ça a commencé par une maladresse, une fatigabilité, des chutes, un déficit ascendant ou un début qui est proximal, c'est-à-dire au niveau des ceintures? Et bien sûr, les signes accompagnateurs, est-ce qu'il y a eu des douleurs, vertiges, des céphalées, des vomissements, des convulsions, un nystagmus, une baisse de l'acuité visuelle ou bien des troubles sphinctériens. Donc, il faut chercher les symptômes neurologiques, une hémiplégie, une paraplégie ou un syndrome ataxique,
Il faut évaluer la force musculaire et du tonus. Il faut faire un bon examen des nerfs crâniens. C'est un peu difficile chez l'enfant, mais rien qu'en observant sa mimique, donc on peut déjà être orienté, est-ce qu'il y a un problème, une problématique des nerfs crâniens ou pas. Il faut voir les réflexes ostéotendineux, qu'il y a une exagération, une abolution. Il faut voir aussi leur symétrie et la sensibilité superficielle et profonde, et bien sûr la coordination. Et bien sûr, comme tout examen neurologique, il faut compléter par un examen somatique complet, à savoir les constantes vitales, l'examen cardiovasculaire, l'examen abdominal et des aires ganglionnaires, ainsi qu'un examen ostéo-articulaire. Et avant de parler d'origine neurologique, il faut tout d'abord éliminer tout ce qui est orthopédique. Alors, tout ce qui est orthopédique, c'est la clinique et l'interrogatoire. Il faut savoir que un problème orthopédique peut cacher une cause neurologique sous-jacente dont il pourrait n'être que la conséquence. Donc, avant de parler d'origine neurologique, il faut absolument éliminer une origine orthopédique qui, dans la plupart des cas, est douloureuse. Donc, on va commencer par le premier cas clinique. Donc, je vous prie d'être interactif. Donc, certes, c'est un petit de 2 ans et demi, cadet d'une fratrie de deux, sans antécédent périnatopathologique, non connu épileptique, aucun antécédent familial particulier, qui consulte pour trouble de la marche d'installation brutale. 24 heures avant la consultation, qui faisait suite à un épisode convulsif, bref, hémicorporel gauche. Donc, à l'examen, on voit qu'il boite, qu'il y a un changement du timbre de la voix, une faiblesse du membre supérieur gauche et asymétrie faciale. Donc, je vous montre la vidéo de sa marche. Vous voyez, regardez bien aussi les membres supérieurs. Donc, je vous remets la vidéo. Chez les enfants, c'est assez discret. Alors, la grimace de la face. Donc, cliniquement, il était apyrétique, bon poids donc qui est normal pour son âge, une bonne tension artérielle, pas de détresse respiratoire, stable sur le plan hémodynamique, l'auscultation cardiaque était sans anomalie, les réflexes normaux, le Babinski indifférencié et sans trouble sensitif. Qu'en pensez-vous? Alors, est-ce une hémiplégie gauche, une hémiplégie droite, une ataxie, un problème orthopédique ou un déficit post-critique? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, je remets la vidéo pour que vous voyez. Regardez bien le membre supérieur aussi. Et j'ai une réponse, déficit post-critique. Hémiplégie gauche. On met la vidéo. Ataxie.
En fait, c'était une hémiplégie gauche parce que si vous aviez bien vu la vidéo, même le membre supérieur gauche, donc il essaie de s'agripper à sa maman, mais il ne pouvait pas bouger aussi le membre supérieur gauche. Je vous ai dit que chez l'enfant, c'est très difficile. Donc, alors, quel examen demander en urgence chez ce petit? Une TDM cérébrale avec ou sans injection, une IRM cérébrale seule, une IRM avec séquence angio ou un EEG. Oui, IRM avec séquence angio, TDM avec injection, TDM sans injection, IRM cérébrale. Alors très bien, IRM cérébrale. Alors, si on n'a pas les moyens de faire en urgence une IRM cérébrale avec séquence en jour, on peut s'aider donc de ce qu'on a, hein, un scanner avec ou sans injection, parce que l'urgence, quand on a une hémiplégie gauche, ça oriente directement vers une origine centrale, le cerveau, et l'urgence, c'est d'éliminer un AVC hémorragique. Donc, une TDM sans injection ou avec injection sera suffisante, mais idéalement, ça serait le gold standard serait de faire une IRM avec des séquences en joue. Alors, on a fait initialement une TDM sans injection qui était normale et on a complété par une IRM cérébrale qui a montré une ischémie, donc là, du territoire profond de la sylvienne droite. Donc, vous voyez par rapport au côté contralatéral qu'il y a un arrêt donc, de la perfusion. Donc, c'était un AVC ischémique. Donc, quand on a une suspicion d'AVC ischémique, donc il y a eu des publications, donc des gold standards, pour penser à l'AVC ischémique chez l'enfant, rien que cliniquement. Donc, c'est ce qu'on appelle le fast trash, c'est-à-dire un sourire asymétrique, vision double ou perte de la vision. Donc, c'est ce qu'on a vu chez ce petit. Une faiblesse musculaire unilatérale, donc avec difficulté à marcher, des difficultés à parler ou à comprendre, une installation brutale ou une aggravation récente, des signes d'hypertension intracrânienne, une altération de la conscience, et ça, c'est particulier chez l'enfant. Un AVC peut être déclaré par une convulsion, surtout si cette convulsion est partielle. Donc, c'est des convulsions d'apparition récente avec persistance des signes neurologiques au-delà du déficit post-critique qui peut durer pendant des jours. Donc, alors que le déficit post-critique peut être récupéré rapidement et les céphalées. Donc, retenez que l'AVC peut être diagnostiqué cliniquement que sur ces éléments, donc le fast rush, face, arm, speech, time, raised and conscious, seizures and headache. Alors, quel est quoi de neuf dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral de l'enfant à la phase aiguë? Alors ça, ce que je vais vous présenter, c'est le gold standard, c'est idéalement ce qui devrait se faire. Donc, c'est une alerte rapide quand on a un déficit neurologique focal de survenue brutale moins de 24 heures. Donc, c'est une IRM ou un scanner en urgence avant les 24 heures, mais malheureusement, on les reçoit dans la plupart du temps au-delà donc, de ce délai. Donc, si on arrive à détecter cette anomalie ou l'artère qui est en rapport, là, on peut faire une thrombolyse ou une thrombectomie avant 24 heures, chose qui n'est pas le cas chez nous. Alors, quand on n'a pas accès à une imagerie cérébrale ou quand on reçoit les enfants un peu plus tardivement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, tout simplement, ce qu'il faudrait faire, et c'est
extrêmement facile. Donc, quand vous avez éliminé un AVC hémorragique, donc une imagerie cérébrale, au moins un scanner cérébral sans injection, il faut mettre rapidement ces enfants sous aspigique à 5 mg kilo. Euh, après, on réévalue après 14 jours et on diminue à 1 mg kilo avec un maximum de 75 mg par 24 heures. Donc, c'est le temps qu'il nous faut pour faire le diagnostic étiologique de cet AVC. Parce que n'oubliez pas qu'un enfant qui fait un AVC, il faut toujours trouver l'étiologie, parce qu'il y a risque de récidive, surtout s'il y a une drépanocytose. Et cette récidive va entraîner ce qu'on appelle le syndrome de Moya-Moya. C'est une vascularisation de suppléance qui va s'installer et qui va donner des micro-AVC continuellement. Donc, on va avoir un enfant qui fait plein d'AVC dans le temps et ça sera une prise en charge chirurgicale un peu plus lourde par la suite. Donc, la première des choses, si vous avez un déficit partiel d'installation brutale chez un enfant, il faut faire une imagerie cérébrale. Si cette imagerie ne montre pas d'AVC hémorragique, il faut d'emblée mettre l'enfant sous aspigique à 5 mg kilo avec un maximum de 300 mg. Donc, euh, donc, c'est ce qu'on a fait pour cette. On a hospitalisé, on a monitoré, on a fait un bilan donc, qui va être détaillé ultérieurement. On a mis sous aspigique à 100 mg par jour et on a démarré la kinémotrice parce que la plasticité cérébrale dont bénéficient les enfants donc, peut nous aider pour une récupération donc, très rapide. Donc, autant on démarre une kiné rapidement, les enfants récupèrent par la suite. Donc, le bilan qu'on a fait, c'est toujours rechercher une origine cardiaque. Donc, toutes les cardiopathies emboligènes, il faut toujours les éliminer devant un AVC. Donc, on a fait une écho-cœur avec échographie des troncs supraortiques. On a fait ce qu'on appelle un bilan de thrombophilie. C'est la recherche de la protéine S, protéine C et la mutation de facteur de Leydig qui sont pourvoyeurs donc, de thrombose veineuse profonde. On a fait une électrophorèse de l'hémoglobine à la recherche d'une drépanocytose qui était normale. Sous nos yeux, attention au VIH et à la tuberculose qui sont pourvoyeuses aussi de vascularites qui peuvent être responsables d'AVC chez l'enfant. Et on a fait un dosage des antiphospholipides. Ça, c'est pour éliminer un syndrome des antiphospholipides. Donc, parmi comme on a dit tout à l'heure, toutes les étiologies responsables d'AVC chez l'enfant, on a l'origine cardiaque, on a l'origine infectieuse, surtout la tuberculose et les infections virales, donc le cas de la VIH ou du SARS-CoV. On a les vascularites post-infectieuses et ils représentent le plus grand nombre donc, d'AVC chez l'enfant, surtout la varicelle. On a l'origine post-traumatique, on a le moya-moya, mais ça, c'est des AVC à répétition. L'origine hématologique et en chef de file, c'est la drépanocytose. Tout ce qui est pathologie inflammatoire comme le lupus, le Takayasu, le B7, etc., mais c'est chez des enfants un peu plus grands. Il y a d'origine génétique et l'origine donc thrombophilique, c'est l'hémocystéine, le déficit en protéine C, protéine S, etc. Donc, en fonction de l'âge, chez les tout petits, c'est surtout l'origine cardiaque et les infections du système nerveux central. Au-delà de 5 ans, c'est les vascularopathies inflammatoires. Et chez les plus de 12 ans, donc, on rejoint un peu l'adulte pour l'origine métabolique et les conditions prothrombotiques. Donc, on a repris l'interrogatoire chez ce petit. On a vu qu'il y a un mois, il avait présenté une varicelle. Donc, très probablement, on était devant une vascularite post-varicelleuse. Et retenez que chez l'enfant, la varicelle, c'est
pourvoyeuse de plus donc d'AVC chez l'enfant que toutes les autres étiologies. Donc ça, c'était une histoire heureuse, mais comme a dit Jean-Frédéric, nous avons tous la même histoire, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là, on a une histoire un peu similaire, mais c'est pas, l'évolution n'était pas la même. C'est une petite de 13 ans qui était admise pour convulsion corporelle suivie d'une hémiparésie droite. Donc vous voyez que c'est approximativement la même chose. Donc le scanner initial a montré une atrophie corticale frontale gauche d'allure ischémique. Bon, on s'est dit, oui, on l'a mis sous aspigique, on s'est dit peut-être c'est un AVC. On a fait le bilan de thrombophilie en attendant les résultats de l'IRM. Alors voilà sa démarche. Vous voyez là, c'est plus clair parce que la petite, elle est plus grande. Elle traîne du pied, donc c'est une marche en fauchant, donc du pied droit avec une paralysie donc de membre supérieur droit homonyme. Donc elle a une hémiplégie complète. Malheureusement, cette petite, quand on a fait une IRM, on a trouvé qu'elle présentait une dinette. C'est un type de tumeur cérébrale. Donc, c'est une tumeur cérébrale, mais qui est de bénignité donc, locale. Donc, elle a bénéficié d'une chirurgie. Donc, quand on a un trouble de la marche aiguë d'origine neurologique, si c'est unilatéral, la première des choses à laquelle il faut penser, c'est l'AVC. Hospitalisé en urgence, donc dans un centre de référence ou dans une unité de neuropédiatrie, éliminer une cause orthopédique en premier, c'est surtout les fractures sous périostée, le rhume de hanche, l'ostéochondrite primitive, l'ostéomyélite et l'arthrite septique. Mais retenez que la plupart de ces causes orthopédiques sont douloureuses. Donc, le message que je voulais passer, devant un trouble de la marche hémicorporelle, pensez toujours au cerveau, faites une imagerie, démarrez la spigique et faites le bilan de thrombophilie par la suite. Alors, on passe au deuxième cas clinique, c'est le petit Ahmed. Ahmed, âgé de 6 ans, il a une période périnatale sans particularité, un bon développement psychomoteur, scolarisé au CP. Il a présenté un syndrome grippal 3 semaines avant de consulter chez nous. Donc, il y avait une contagiosité au sein de la famille. Donc, on pensait au Covid. 10 jours avant la consultation, elle a commencé par des douleurs des membres inférieurs avec une faiblesse musculaire et des difficultés à marcher et à se tenir debout. Donc, vous voyez, voilà. Difficulté donc, à se tenir debout, devait céder de ses parents et il traîne donc, les deux membres inférieurs. Alors, devant ce cas clinique, quel élément clinique recherchez-vous? Pardon. Non, je n'arrive pas à voir la message.
toujours on est à la clinique. C'est un enfant qui vient avec un déficit des deux membres inférieurs. Donc, cliniquement, de quoi vous avez besoin pour vous orienter? Non, je parle toujours de la clinique, à l'examen clinique. On n'est pas encore au stade 2G ni d'IRM médulaire. Oui, la poliomyélite, oui, faut y penser. Alors, au Maroc, je pense qu'on n'a pas déclaré de cas depuis les années 70, mais on n'en voit pratiquement plus, mais on fait toujours la déclaration et on fait toujours la recherche de polio dans les selles. Notion de fièvre, il y a 3 semaines. Alors, tout simplement, on va rechercher les réflexes. Les réflexes ostéotendineux. Donc, cliniquement, c'était un déficit proximal et distal des membres inférieurs avec une force musculaire très basse. La force musculaire des membres supérieurs était conservée, donc il avait une paraplégie avec des réflexes complètement abolis, les réflexes ostéotendineux abolis, avec une hyperesthésie au niveau des jambes, pas de niveau sensitif et pas de troubles sphinctériens, ni d'atteinte des nerfs crâniens. Donc, alors, à ce stade, est-ce que vous allez demander une IRM cérébrale, une IRM médulaire, ponction lombaire, un EMG, ou vous n'allez rien faire? Oh, pardon. Oups. Oui, ouais. Alors, idéalement, c'est la ponction lombaire et l'EMG. Donc, la ponction lombaire a montré une hyperprotéinorachie à 0,9, une glycorachie normale et une cellularité qui est normale. Donc, c'est typiquement la dissociation albuminocitorachique qu'on retrouve dans la polyradiculonévrite aiguë. Donc, l'EMG a montré aussi des latences distales qui étaient en faveur d'une polyradiculonévrite et la sérologie Covid était positive, donc des IgG qui étaient très élevés. Alors, si on cède un peu donc, de la cinétique des IgG du Covid, on est pile poil donc, à la 3e semaine, donc par rapport au début des symptômes. Et vous savez très bien que le Covid a été incriminé dans le Guillain-Barré, donc à côté des autres virus plus fréquentes. Donc, on avait des Guillain-Barré après des infections digestives, après un épisode grippal. Et là, on cherche automatiquement la notion de Covid parce que le Covid plutôt le Guillain-Barré post-Covid on a eu certaines observations avec des paresthésies qui étaient très importantes, difficiles à gérer. Donc, selon les dernières recommandations en matière de diagnostic du Guillain-Barré, là, on revient beaucoup plus sur la clinique. Donc, on n'est plus dans l'EMG ou dans la recherche des anticorps pour faire le diagnostic, mais vraiment, on est revenu à la clinique avec des
critères obligatoires, des critères qui vont euh, faire un peu drapeau rouge, c'est-à-dire il faut penser à autre chose que les Guillain-Barré, et des critères qui éliminent automatiquement le Guillain-Barré. Alors, comme on a dit, c'est la faiblesse musculaire au niveau des membres inférieurs et supérieurs, des réflexes qui sont abolis et l'aggravation moins de 4 semaines. D'accord? Donc, quand on est au-delà de 4 semaines, il faut penser à autre chose. Et bien sûr, quand c'est symétrique, quand il n'y a pas de signe quand il n'y a pas d'abolition de la sensibilité, euh, quand les nerfs crâniens, des fois il y a une atteinte des nerfs crâniennes dans le Guillain-Barré, quand on a une atteinte autonomique, quand on a une gêne respiratoire, quand vraiment le niveau est très haut, quand on a des douleurs comme ce petit, quand on a une infection surtout virale récente et quand on a une hyperprotéinorachie à l'APL avec une cellulorachie qui est normale et le diagnostic est conforté par l'EMG. Alors attention, quand c'est asymétrique, quand l'atteinte respiratoire est très importante alors que le déficit moteur ne l'est pas, quand il y a de la fièvre, il ne faut pas penser au Guillain-Barré. Quand on a des réflexes, une hyperréflexie, il ne faut pas penser au Guillain-Barré. Quand on a des troubles sphinctériens, il ne faut pas penser au Guillain-Barré. Et quand on a un nystagmus, donc il faut penser à autre chose. Quand on fait une PL, on trouve des éléments, donc au-delà de 50, ce n'est pas du tout un Guillain-Barré, mais il faut penser à autre chose. Et il y a les variants du Guillain-Barré, notamment le syndrome de Miller-Fisher. C'est une atteinte donc un peu haute avec ophtalmoplégie, ataxie, aréflexie. Et on a le Bickerfast brainstem encéphalitis. Ça, c'est vraiment extrêmement rare. Donc, retenez que quand c'est asymétrique, quand la détresse respiratoire prédomine, quand il y a des signes sensitifs, quand il y a de la fièvre, hyperréflexie, des troubles sphinctériens, quand l'APL avec des éléments qui sont très importants, il ne faut pas penser au Guillain-Barré, il faut chercher autre chose. Donc vraiment, on est revenu à la clinique. Donc ça, c'est le Miller-Fisher variant. Vous voyez, on va demander à cet enfant qui présente un syndrome Guillain-Barré avec atteinte, une atteinte des nerfs crâniens, de regarder en haut, regarder en bas, à gauche et à droite. Vous voyez, donc il n'arrive pas à suivre. Donc c'est une ophtalmoplégie. Donc c'est un cas particulier du Guillain-Barré. Donc, le traitement du Guillain-Barré, c'est les immunoglobulines à 2 grammes par kilo, répartis sur 5 jours. Il y en a qui le passent en 2 jours. Et une petite corticothérapie, c'est uniquement la corticothérapie, c'est pour quand il y a une phase de récupération très douloureuse. Donc, ça, il n'y a pas de consensus là-dessus, mais dans notre équipe, on l'utilise souvent. Et bien sûr, de la kiné qui est démarrée juste après la phase algique. Donc, l'évolution a été rapidement favorable. Déjà à la sortie, il était marchand et il a récupéré ad integrum après 3 mois. Donc, le traitement, et ça a été surtout fait pour les pays qui n'ont pas donc, de disponibilité des immunoglobulines. Si l'évolution est moins de 2 semaines, donc vous êtes sûr que l'enfant va s'aggraver. Donc, il faut absolument passer des immunoglobulines, sinon le niveau va augmenter et passer à l'atteinte respiratoire et cet enfant aura très probablement besoin de passer en réanimation et ça sera un long séjour de réanimation. Donc, les immunoglobulines sont indispensables. Si l'évolution est entre 2 et 4 semaines et que vous voyez que l'enfant ne s'aggrave pas, donc on est dans la phase plateau ou dans la phase de récupération, donc on peut se passer, donc de passer les immunoglobulines et juste surveiller cet enfant. Donc je reviens, on a, nous avons tous la même histoire, mais ce n'est pas toujours le cas.
Donc, c'est le cas d'une petite de 13 ans qui avait un tableau similaire, mais la différence, c'est elle avait une rétention aiguë d'urine et un niveau sensitif ombilical. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous avez des troubles sphinctériens et des troubles sensitifs, le Guillain-Barré est exclu. Donc, on a demandé une IRM qui a montré une myélite transfert en regard du L2, L3. Donc, quand vous avez une myélite, il faut absolument rechercher une atteinte cérébrale associée. Et effectivement, quand on a fait une IRM cérébrale, on a trouvé qu'il y avait une encéphalomyélite auto-immune. Donc, le cerveau est aussi atteint, malgré qu'on n'ait rien sur, donc, cliniquement qui peut orienter vers une atteinte cérébrale. Donc, on a fait un bilan des encéphalites auto-immunes et c'était positif. Heureusement qu'elle avait bien évolué sous bolus de méthylprédnisolone et d'immunoglobuline et elle a récupéré après 6 mois et actuellement, elle va très bien. Donc, une atteinte médulaire, il faut exclure aussi une atteinte cérébrale associée. Donc, déficit moteur aigu, unilatéral, c'est l'AVC. Quand c'est bilatéral, c'est le Guillain-Barré, surtout quand on a une abolition des réflexes, une douleur et une PL qui est parlante. Si on a des rotes abolies au début, mais qui deviennent vives après, quand on a un niveau sensitif, quand on a une atteinte des sphinctériennes, donc attention à la myélite, première chose qu'il faut faire, c'est l'IRM médulaire. La compression médulaire, il faut y penser devant un tableau pseudomyélitique. Et aussi, on a les myosites qui peuvent donner aussi un déficit moteur aigu. Mais les myosites, surtout post-virales, le diagnostic, il est très facile. Quand vous touchez les muscles, c'est douloureux et ça passe par la suite. Donc, les dosages de CPK, ils sont initialement élevés et avec le temps, ils s'abaissent. Donc, le troisième cas clinique, c'est celui de Wissal. Wissal, elle est âgée de 3 ans avec un bon développement psychomoteur, pas de prise médicamenteuse, pas de notion de traumatisme. Son histoire remonte à 4 jours avant qu'elle consulte par des troubles de la marche et de l'équilibre sans vomissement ni nystagmus. Donc voilà Wissal au service. Elle est toute contente. Vous voyez que sa démarche est tout à fait anormale. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, quel est votre diagnostic? Oui, oui, c'est exactement ça. C'est une ataxie cérébelleuse, entre parenthèses, on verra. Mais c'est surtout, bon, c'est une marche, ce qu'on appelle une marche fibrilleuse, hein. Ça rappelle quelqu'un d'ivre, qu'on appelle la marche en étoile. Donc, elle présente une ataxie. Alors, il faut savoir que l'ataxie, elle peut trouver son origine dans une atteinte de chacun des systèmes anatomiques qui interviennent dans la coordination des mouvements et de la statique.
soit de la sensibilité profonde, et là, on va avoir un signe de Romberg positif, soit labyrinthique, donc c'est l'oreille interne. Donc, on va avoir un Romberg labyrinthique, c'est-à-dire que elle va s'orienter vers le côté atteint, c'est la marche en étoile, ou bien d'origine cérébelleuse, là, c'est l'élargissement du polygone de sustentation, une marche ébrieuse, une incoordination dans l'espace, hypermétrie. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout à l'heure, la sucette, elle n'arrivait pas vraiment à la mettre dans sa bouche. Et une incoordination dans le temps, dyschronométrie, adiadochocinésie, tremblement et attitude d'action. Donc, elle avait une marche brilleuse avec élargissement du polygone, une dysmétrie, un tremblement d'attitude avec des rotes normaux. Alors, quand vous avez une démarche pareille, qu'est-ce qu'il faut faire? Un scanner, un EMG, une IRM, une ponction lombaire ou tout simplement rien. Là, vous êtes un peu orienté. C'est une atteinte qui est cérébelleuse. Au mieux, oui. Mhm. Mais d'après vous, est-ce que cette IRM est pour le diagnostic, pour éliminer autre chose? Alors, ouais, c'est exactement ça. Alors, idéalement, ça serait l'IRM, mais au mieux, un scanner. Alors, quand vous avez une ataxie d'origine cérébelleuse, il faut toujours faire une imagerie parce que la hantise, c'est une tumeur de la fosse cérébrale postérieure chez l'enfant qui évolue généralement à bas bruit jusqu'à ce qu'elle se déclare un jour avec un trouble de la marche. Donc, l'ataxie cérébelleuse, idéalement, c'est l'IRM cérébral, mais généralement, elle est souvent due à une cérébellite post-virale. Quand on a une proprioceptive, donc c'est un rare cas de Guillain-Barré, généralement c'est la PL, donc c'est le syndrome de Guillain-Barré. Vestibulaire sur l'oreille interne, donc il faut rechercher une otite compliquée, une fracture du rocher, vertige paroxystique ou un équivalent euh, migraineux. Quand on n'arrive pas à classer, il faut attention aux intoxications médicamenteuses. Et on a eu un cas pareil chez un enfant qui est venu avec une démarche ébrieuse. On a cherché partout l'origine, on ne l'a pas trouvé, qui s'est rapidement amélioré. Et après, c'est la mère qui nous avait dit qu'elle avait trouvé le bain de bouche complètement vide. Donc, il a pris le bain de bouche, donc il l'a complètement ingéré. Et vous savez que c'est très riche en alcool. Donc, c'était une intoxication à l'alcool. Donc, oui, ça, son IRM était normal, sa PL était normale. Donc, on a retenu une ataxie post-varicelleuse, donc, parce qu'elle avait présenté 15 jours avant le début de la symptomatologie, donc une varicelle. Alors, on a traité par corticothérapie pendant 5 jours, une toute petite corticoïde. Alors, si l'ataxie n'est pas vraiment gênante, on peut ne pas traiter, juste surveiller. Mais là, c'était vraiment spectaculaire. Donc, après corticothérapie, elle a très bien évolué. Donc, c'était une cérébellite aiguë infectieuse. C'est très fréquent. Donc, c'est extrêmement fréquent. Généralement, c'est d'origine virale. Donc, elle apparaît 2 à 21 jours après l'infection.
C'est la varicelle la plus pourvoyeuse, mais il y a également les autres virus comme l'Epstein-Barr, l'entérovirus, CMV, etc. L'évolution est spontanément favorable en quelques semaines, mais si l'ataxie est très gênante, donc on peut donner une petite cure de corticothérapie pendant 5 jours. Toujours, il faut faire attention. Donc, nous avons tous la même histoire, mais pas. Alors, même histoire, chez la même petite, même âge que la petite fille, mais le destin était différent. Donc, quand on a fait une IRM cérébrale, donc c'était une tumeur de la fosse cérébrale postérieure. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. À chaque fois que vous avez une ataxie cérébelleuse, il faut faire une imagerie pour éliminer une origine tumorale. Pas pour faire le diagnostic de la cérébellite, mais pour éliminer une origine tumorale, surtout de la fosse cérébrale postérieure. Donc, les étiologies les plus courantes d'ataxie sont bénignes et transitoires. Surtout, donc, c'est l'ataxie cérébelleuse post-infectieuse. Et attention, donc les red flags à laquelle il faut faire attention, l'âge avancé, parce que les enfants plus grands ne font pas d'ataxie ou de cérébellite post-infectieuse. Ils font plus de vestibulite. Donc, quand on a une ataxie chez un enfant plus grand, donc préadolescent, il faut faire attention. Une durée prolongée des symptômes, quand on a dit tout à l'heure, la symptomatologie, elle régresse spontanément et rapidement, au maximum dans les 2 semaines. Un déficit neurologique moteur focal, donc c'est orientateur vers une lésion. Et il y a des troubles de la vue et les troubles de l'humeur. Un enfant qui a des troubles de l'humeur, attention à une tumeur cérébrale. Et il ne faut pas oublier tout ce qui est intoxication à évoquer si absence d'épisodes infectieux chez les jeunes enfants, surtout les benzodiazépines, le cannabis, l'alcool. Les néphrites vestibulaires, donc quand on a un nystagmus et un vertige associé, quand le Guillain-Barré dans sa forme ataxique, quand on a des réflexes abolis associés et certaines maladies neurométaboliques, mais ça reste des cas qui sont rares et généralement, c'est des ataxies aiguës et récidivantes. Donc, pour récapituler le tout, quand on a un trouble de la marche aigu chez l'enfant, il faut faire une analyse clinique rigoureuse, voir est-ce que c'est un trouble isolé, les signes associés éventuels, fièvre, trouble de conscience, crise épileptique, chute rectale, une démarche étiologique selon le type donc d'anomalie, ce qui est un déficit moteur, ce qui est une démarche spastique, ce qui est une ataxie, et éliminer tout ce qui est diagnostic différentiel. C'est les diagnostics différentiels, c'est surtout d'origine orthopédique. Donc, quand on a un déficit moteur unilatéral, l'AVC. Quand on a un déficit moteur bilatéral, c'est surtout le Guillain-Barré ou la myélite. Quand on a un syndrome ataxique, quand c'est apyrétique, attention à l'intoxication, tumeur de la fosse cérébrale postérieure, certaines maladies neurométaboliques. En post-fébrile, c'est surtout les cérébellites, les labyrinthiques et certaines maladies neurométaboliques. Donc, je vous remercie. J'attends vos questions. Merci beaucoup, professeur, pour ce cours qui était interactif avec beaucoup de pratiques. Je vais laisser Oui. les cours. Si vous avez des questions, c'est le moment où vous pouvez les poser. Il suffit de lever la main. Vous aurez droit à la parole. Est-ce que le format interactif vous intéresse plus ou bien que ce soit juste un cours normal? Est-ce qu'il y a des questions?
Merci beaucoup. Alors, le rôle du médecin généraliste, fait tout ce que je vous ai montré, ça s'adresse surtout aux médecins généralistes. Le rôle du médecin est d'abord un bon examen clinique. Donc, pour faire un bon examen clinique, il faut vraiment connaître la sémiologie, savoir bien examiner, être orienté parce que si vous avez, c'est rien de grave et vous le renvoyez chez lui, alors que vous avez peut-être, vous êtes passé à côté d'une tumeur cérébrale, ça c'est un peu embêtant. Mais je pense que le médecin généraliste, c'est la pierre angulaire dans la prise en charge de tout ce que j'ai présenté tout à l'heure. Peut-être la prise en charge doit être, où l'enfant, par la suite, après le diagnostic, doit être pris en charge dans un service de pédiatrie. Mais le diagnostic, c'est un camp au médecin généraliste. Merci beaucoup. Alors, quels sont les virus les plus impliqués dans l'ataxie cérébelleuse? Alors, en premier lieu, c'est la varicelle, mais pratiquement tous les autres virus, on en voit beaucoup après un syndrome grippal, mais quand on dit syndrome grippal, c'est pas juste la grippe, ça peut être le Covid, ça peut être l'hémophilus, ça peut être l'entérovirus, ça peut être donc le VRS, mais généralement, c'est après un épisode grippal, ORL, etc. Alors, surtout quand référer aux spécialistes. Je pense référer aux spécialistes, ben, par exemple, quand vous avez un Guillain-Barré ou un trouble de la marche avec une progression qui est très rapide, qui va rapidement peut-être évoluer vers une détresse respiratoire et peut-être que cet enfant nécessitera une hospitalisation en réanimation. Là, il faut rapidement envoyer dans un centre où il y a une réanimation à côté. Les immunoglobulines, c'est le seul traitement actuellement du Guillain-Barré. On a essayé plusieurs thérapeutiques, mais c'est toujours les immunoglobulines qui marchent le mieux. Merci beaucoup, professeur, pour la réponse aux questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai une question, professeur. Qu'est-ce que vous auriez Oui. aimé garder de la science d'aujourd'hui et comment est-ce que les internes en médecine, les médecins généralistes et aussi les autres spécialistes qui ne Mhm, sont pas pédiatres mais qui mhm, travaillent avec des mhm, enfants, quel est leur mhm. rôle justement dans le dépistage de ces troubles neurologiques, ces troubles de la marche d'origine neurologique, autant pour moi? En fait, c'est les premiers qui vont voir ces patients. D'accord? Donc, quand vous voyez un patient et que vous l'examiniez, vous êtes orienté vers la pathologie en question. Alors, juste, moi, je parle d'un enfant qui vient avec un déficit et que vous suspectez un AVC. Vous êtes généraliste, dans quelques patelins un peu éloignés, d'accord? Et vous voulez l'envoyer par la suite pour qu'il soit exploré. Donc, la première des choses, vous le mettez sous aspigique. L'aspigique, c'est très facile à trouver. Donc, avant de l'envoyer, donc peut-être que vous le sauvez d'un autre AVC par la suite. Donc, le médecin généraliste, c'est la pierre angulaire pour le diagnostic de ces troubles neurologiques. Euh, il s'en met pas. Alors, les immunoglobulines, et au Maroc, nous aussi, on trouve beaucoup de difficultés à les avoir. C'est pas parce qu'ils sont pas disponibles, mais c'est parce qu'ils sont chers.
Et c'est pas un problème qui est propre à nos pays, mais c'est aussi une problématique donc, des pays européens parce que ça commence à peser. Et là, ils sont en train de mettre en place des protocoles pour les utiliser. Et d'ailleurs, ça qu'ils ont mis en place, cette dernière recommandation, notamment pour les guillain-barré en phase de récupération. Donc, il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas les traiter parce qu'avant, on les traitait. On disait qu'on allait accélérer la récupération. Donc, mais par contre, nous aussi, on trouve beaucoup de difficultés à nous les procurer et c'est extrêmement cher, hein. C'est très cher et ils ne sont pas remboursables. Mais malheureusement, c'est le seul traitement efficace et indiqué pour les syndromes du Guillain-Barré. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup, professeur. S'il n'y a Merci. pas de questions, je vais profiter Merci pour beaucoup. le prochain webinaire qui a pour Mhm. thème la rétinopathie diabétique. Et ce cours est le premier cours du mois de novembre et ce sera le samedi 2 novembre. Et ça parlera de rétinopathie diabétique. Et ce cours aura lieu à 9h GMT. À 15h, et nous aurons un autre cours qui parlera d'un thème plus intéressant encore, qui est intitulé La chaise qui tue. Donc, c'est un communicateur qui va nous parler de sédentarité, mais Mhm. surtout à nous, les professionnels de santé, puisqu'on le conseille souvent aux autres d'éviter la sédentarité, mais nous sommes parfois sédentaires également. Donc, je vous invite à être très nombreux pour les 2 prochains webinaires du samedi 2 novembre. Professeur, je vous remercie infiniment pour ce Merci cours, à vous. pour tout ce que vous avez partagé avec nous, pour l'aspect pratique surtout, et tout ce que vous avez enseigné. J'espère que nous allons en prendre soin et bien prendre soin également des enfants. Donc, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui se sont Merci à connectés vous. pour la séance. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Portez-vous bien. À très bientôt. Et si vous avez envie de voir tout ce qu'on a déjà fait jusque-là, il suffit d'aller sur notre interface Rema Learning et vous aurez accès à tous les cours qui ont été faits jusque-là. Pour avoir l'attestation du jour, il suffira également de se rendre sur l'interface Rema Learning, de taper le cours d'aujourd'hui, les troubles de la mâche chez l'enfant, les troubles d'origine neurologique, et vous aurez droit à l'attestation du jour. Portez-vous bien et à très bientôt. Bon samedi à tous et très bonne semaine par anticipation. Au revoir. Au revoir.